Donc Benoît m'a dit qu'il rentrait exprès pour toi vendredi. J'aime beaucoup Benoît. Et il m'a dit qu'il était un peu, voilà, qu'il allait être un peu triste de pas pouvoir venir toujours. Donc on va reprendre après cette courte pause. J'espère qu'elle vous a redonné plein d'énergie parce que on va, on va changer de sujet et je crois que c'est un immense honneur et j'ai pas besoin de vous le présenter, mais on a la chance d'avoir avec nous le professeur Hervé Fernandez, qui est le patron du Kremlin Bicêtre, qui fait partie des éminents experts de chirurgie gynécologique par toutes les voies, hystéroscopiques, voie vaginale et laparoscopique et également de la prise en charge des fibromes avec des approches modernes de traitements médicaux et chirurgicaux du fibrome. Et, et donc il a une double casquette de médecin et chirurgien et il pourra, je pense, vous présenter comme peu de gens le peuvent sur Terre, cette prise en charge du fibrome. Et on lui a donné un sujet bonus juste après le fibrome qui est le drilling ovarien parce que c'est vrai que c'est une pratique chirurgicale qui est de moins en moins réalisée et là aussi les travaux du professeur Fernandez sont très originaux et son expérience pourrait être très utile. Merci beaucoup Monsieur Fernandez. Merci. Merci Pietro pour cette présentation très gentille. Donc on va parler. Oui, c'est micro ça aussi. Ah d'accord. Oui, vous m'entendez là, j'ai pas besoin du micro. Bon d'accord. Donc parler du fibrome qui est quand même la pathologie féminine la plus fréquente. C'est vrai que ça a un impact multidimensionnel pour la vie des femmes et je pense qu'il faut garder en tête quelques chiffres parce que c'est extrêmement important. 50% des femmes caucasiennes sont porteuses de fibromes, 80% des femmes afro-caribéennes sont porteuses de fibromes, mais qu'on soit de race blanche ou de race noire, eh bien, le fibrome sera symptomatique qu'une fois sur trois. Ce qui veut donc dire, même si l'hérédité multiplie le risque par deux et que l'hystérectomie reste encore le premier traitement du fibrome, c'est s'abstenir. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on va découvrir au décours d'une symptomatologie, quelle qu'elle soit, pas importante, ou au décours d'une écho, avec la mauvaise habitude de faire de l'imagerie pour faire de l'imagerie sans qu'il y ait de symptômes, qui va nous permettre de découvrir des fibromes, eh bien on s'en fout s'il n'y a pas de symptômes, parce que dans la majorité des cas, c'est asymptomatique, tellement c'est fréquent. Même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, il y a quand même trop d'hystérectomie et vous allez voir quelle est l'importance dans la prise en charge, même dans cette réflexion sur la fertilité. Alors les symptômes, ils sont multiples, hein. On sait que c'est la fatigue qui est variable, mais les raisons d'être fatigué sont multiples. On sait qu'il peut y avoir des troubles de compression antérieure, vésicaux ou postérieurs digestifs. Il peut y avoir des douleurs qui sont liées soit au volume, soit à des mécanismes d'infarctus, donc de nécrobiose. Il peut y avoir bien sûr l'anémie, les hémorragies génitales, qui vont être responsables d'anémie, je vais en dire deux mots, et puis peut-être l'infertilité. Ce qui est intéressant et ce qui est l'introduction moderne, c'est que c'est une précarité menstruelle. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que la majorité de la symptomatologie du fibrome se révèle au moment des règles, qui vont entraîner un mal-être des femmes durant cette période. L'infertilité, c'est une vraie question avec un point d'interrogation, parce que globalement, est-ce que le fibrome est responsable d'infertilité? Soit, on va en discuter, c'est les fibromes type 0, 1 ou 2, mais dans la majorité des cas, compte tenu que 50% des femmes caucasiennes, 80% des afro-carabéennes ont des fibromes, on sait très bien que toutes ces femmes dans le monde entier ont des enfants alors qu'elles ont des fibromes. Donc le lien, il n'est pas si évident que ça. Et il faut surtout éviter de dire il y a un fibrome, donc on va opérer, madame, pour que vous soyez plus facilement enceinte. On va voir quelles sont les indications. Alors,
Sur des études que j'avais réalisées grâce au support de l'Ipsos, on avait montré qu'une femme sur 10 qui souffre de fibrome utérin symptomatique a une vie altérée 2 fois sur 3. On a des questionnaires qui sont des questionnaires de qualité de vie qui sont extrêmement bien validés, que ce soit en langue française ou en langue anglaise, et qui vont vous permettre de valider la qualité de vie. Et 2 tiers des femmes ont une vraie altération, donc ce qui situe l'importance de la maladie lorsque le fibrome est symptomatique, bien évidemment. Et puis, on est à 18 mois des Jeux Olympiques. Ah bon? Ah bon. On est à 18 mois des Jeux Olympiques, et là, qu'est-ce qu'on commence à lire, à entendre? C'est les sportifs qui s'attaquent au tabou des menstruations. C'est évident que les règles, elles sont abondantes, sont globalement ignorées. Vous avez vu qu'est-ce que la douleur au moment des règles a amené par rapport à l'endométriose est probablement excessif, où on a commencé à dire aux femmes il n'est pas normal d'avoir des douleurs au moins importantes durant les règles, et bien de la même façon, il n'est pas normal d'avoir des règles abondantes et souvent l'importance des règles est minorée. Et les sportifs commencent à s'exprimer parce qu'on veut bien comprendre que lors d'événements sportifs importants, si elles ont des règles abondantes ce jour-là et tout, eh bien elles vont pas probablement avoir les mêmes performances. Donc ce qui veut dire que c'est une thématique qui va être amenée à être discutée et là de manière d'actualité. Bon, il se trouve que je suis un peu responsable de ce qui va se passer au décours de toute cette mouvance, mais en tout cas, il va falloir sensibiliser le monde qu'il n'est pas normal d'avoir des règles abondantes. Alors, la FIGO, en 2011, a créé une classification qui s'appelle la classification Palm-Cohen, liée au fait que le saignement, c'est la première cause de consultation pour les femmes. Cette classification Palm-Cohen, elle est extrêmement importante parce que lorsque vous allez lire maintenant des articles, eh bien, si les articles n'utilisent pas cette classification, vous pouvez les mettre à la poubelle, ils ne seront pas utilisables. Il y a plein de termes que vous avez utilisés, perménorrhée, machin, tout ça, on s'en fout complètement, ça n'existe plus. D'un côté, vous avez le palme qui sont les pathologies organiques, donc P comme polype, A comme adénomiose, L comme fibrome, enfin lyomiome, M comme malignancy. Il n'y a pas de traduction en français, bien sûr. Et Cohen, c'est les anciennes appellations d'hémorragie fonctionnelle, mais là-dedans, c'est un petit peu développé avec les coagulopathies, en particulier la maladie de Willebrand. Je vous rappelle, c'est 1% de la population et 10% dans la sous-population de femmes qui ont des hémorragies. Vous avez les troubles ovulatoires, c'est essentiellement le syndrome des ovaires micropolykystiques parce que l'absence d'ovulation entraîne une hyperœstrogénie et lorsqu'elles ont leurs règles, elles ont des règles abondantes. Vous avez les troubles de l'endomètre qui vont de l'atrophie à l'hypertrophie. Vous avez le iatrogène, où là, c'est le plus souvent des traitements anticoagulants, mais il peut y avoir d'autres choses comme interaction. Et puis, ce qu'on ne sait pas encore. Donc maintenant, on est en 2023 et depuis 11 ans, on parle de Palm-Cohen quand on parle de cause. Ce qui est intéressant de se rappeler ça, c'est que quand une femme vient pour la première fois en consultation et qu'elle vous dit je viens pour des saignements, ben vous avez en tête ce qui est organique, ce qui est fonctionnel et vous n'oublierez rien en n'oubliant jamais que les deux peuvent être associés parce que par exemple, ça peut être un traitement anticoagulant au décours, on est en période de ski, la neige est revenue, où quelqu'un va avoir son plâtre, elle va être sous anticoagulant, elle va saigner, ça peut révéler un fibrome, un polype, de l'adénomiose, tout simplement. Donc, ça permet de bien faire la part des choses. Alors, c'est sûr que le saignement, c'est le premier symptôme du fibrome, mais ce n'est pas le signe exclusif. Ce qui fait que la bonne appellation en 2023, c'est la maladie fibromateuse utérine, MFU, qui va globaliser plusieurs symptômes qui sont les saignements, qui sont les douleurs, parce que les douleurs peuvent être au premier rang, voire peuvent être parfois isolées dans la pathologie du fibrome, parce que quand vous avez un fibrome qui n'atteint pas la cavité, eh bien ces fibromes n'ont pas de raison de saigner, et la majorité des fibromes n'atteignent pas la cavité. La conséquence, compte tenu de la fréquence des saignements, c'est la carence martiale et l'anémie. Alors, la première question, puisque je vous disais ça en introduction tout à l'heure, beaucoup de femmes ne se rendent pas compte qu'elles ont des règles abondantes parce qu'on leur a toujours dit que c'était normal d'avoir des règles abondantes.
Ce qu'on va essayer de communiquer, c'est que tous les professionnels de santé qui sont amenés à voir des patientes, ça soit le médecin généraliste, la sage-femme de plus en plus, etc., eh bien, au décours d'une consultation, quel que soit le motif de la consultation, pense à demander aux femmes comment sont le volume de vos règles. Et pour vous aider, il y a les scores, les P-back scores, comme on appelle. Là, c'est le score le plus utilisé, fait par Miss Higham, qui est une Écossaise, il y a maintenant 30 ans, et qui consiste simplement à ce que les femmes mettent un petit trait à chaque fois qu'elles changent leur tampon ou leur serviette, qui va vous permettre de rendre objectif ce qui est subjectif. Parce que bien sûr, alors s'il m'arrive maintenant avec la mode des cups, j'ai une fois par mois une femme qui arrive avec une bouteille en disant tiens, le mois dernier j'ai perdu ça. Au départ, ça m'a fait un peu tout drôle, mais effectivement, la quantification, elle est parfaite. Je trouve ça un peu dégueulasse. Enfin bon, c'est un avis personnel, mais au moins j'ai la quantification parfaite. Mais dans la majorité des cas, on n'a pas ça. Vous leur dites pas combien de points elles gagnent à chaque fois qu'elles mettent un trait dedans, mais à partir de 100, on considère avec une sensibilité, une spécificité de 80%, que vous avez déjà la définition de règles jugées abondantes. Donc, de populariser ce qui existe depuis 30 ans et qui n'est pas utilisé par la majorité des praticiens, eh bien, c'est quelque chose sur lequel on va essayer de développer cette communication pour qu'on cible les patientes qui ont déjà des règles anormales. Ensuite, il sera toujours temps de se rendre compte quelle est l'étiologie de ceci. L'anémie en France, vous voyez, c'est à peu près 7% des femmes entre 18 et 29 ans et 5% des femmes de plus de 30 ans. Ça, c'est l'anémie. La carence martiale, c'est beaucoup plus important, puisqu'en fait, c'est une femme sur deux de moins de 20 ans, de moins de 30 ans, pardon, et une femme sur trois de plus de 30 ans. Donc, quand il y a de la fatigabilité, on dit c'est le stress, la vie quotidienne, faut pas oublier de demander quelle est l'importance des règles quand les femmes vont consulter pour une fatigue. Je vous rappelle, avant d'être anémié, on commence par une carence martiale qui va évoluer vers une érythropoïèse altérée en raison du déficit en fer, qui va amener à l'anémie ferriprive. Ce qui veut donc dire que pour en faire le diagnostic, eh bien, faut savoir doser la ferritine. On dose moins le coefficient de saturation de la transférine. Ensuite, le VGM va nous alerter et puis on va avoir le taux d'hémoglobine qui va être la traduction de l'anémie. C'est extrêmement important, vous allez voir pourquoi. D'abord au niveau du traitement. Un truc qui est complètement passé à côté quand on passe le traitement de l'anémie, c'est que les gens ont un peu de mal à lire la littérature. En 2017, énorme étude, grand bruit, eh bien il est mieux pour traiter une carence martiale de donner du fer, pas tous les jours, mais un jour sur deux. Pourquoi? Parce que quand vous donnez tous les jours, vous entraînez une hypersécrétion d'une substance qui s'appelle, comme vous voyez en bas, l'hepsidine, et l'hepsidine bloque le passage du fer. Donc si vous donnez du fer tous les jours, vous allez avoir une élévation d'hepsidine, et c'est comme si vous donniez du fer pour des prunes. Donc cette étude a parfaitement montré que donner un jour sur deux, vous corrigez plus rapidement la carence martiale que lorsque vous donnez tous les jours. Donc gardez ça en tête, et en plus c'est mieux toléré sur un plan digestif entre autres. L'autre importance de l'anémie, c'est ces deux énormes études qui ont été faites par la même équipe d'épidémiologistes britanniques. L'étude de Musalam qui était sur 100 et quelques mille patients, je ne sais plus combien, j'ai dû écrire ça, non, 227 000. Là, c'est toute chirurgie qui montrait une surmortalité, une surmorbidité quand les patientes étaient anémiées au moment de l'intervention. Et Richards, dans cette équipe, a regardé dans la sous-population de femmes ayant des chirurgies gynécologiques et surtout du fibrome, il y avait près de 25% d'anémie préopératoire et là aussi une surmorbidité et une surmortalité chez les patientes qu'on opère anémiées. Vous voyez à gauche le lien entre l'hématocrite et la mortalité. Vous passez d'un rapport de 1 à 10 en fonction de la normalité entre 18 et 36, et même chose pour la morbidité à droite. Ce qui veut dire que en 2023, si vous opérez une patiente avec moins de 12 grammes d'hémoglobine, c'est une erreur médicale. S'il y a une complication, c'est de votre faute, vous ne serez jamais défendu.
Pour vous donner un exemple, puisque on m'a demandé d'être sapiteur, j'ai toujours refusé d'être expert auprès des tribunaux, c'est un choix personnel. Mais de temps en temps, les experts vont demander des experts. Donc, j'ai été sapiteur dans une affaire de décès d'une patiente opérée pour fibrome avec 8 grammes d'hémoglobine. Outre le fait qu'il y a 24 litres de sérum qui sont passés, etc., et elle est décédée sur table, il n'empêche que quand on opère quelqu'un avec 8 grammes d'hémoglobine, on n'a pas le temps de la récupérer quand il se passe quelque chose. Donc c'est une faute indépendamment d'autres fautes qui ont pu être faites au décours de cette hystéroscopie opératoire. Donc gardez ça en tête, corriger l'anémie, eh bien ça fait partie, et la carence partiale, ça fait partie du traitement des fibromes. Et on est dans le sujet d'aujourd'hui parce que au décours d'un traitement d'infertilité, une femme qui est fatiguée, mal dans sa peau, elle va avoir une sexualité différente, des rapports moins fréquents, et tout ça, ça va rentrer. Donc revenez à la base, revenez au diagnostic et aux conséquences potentielles du fibrome que vous allez diagnostiquer. Alors la même année que le Palm Cohen, la FIGO a fait une nouvelle classification des fibromes. Et là, j'en suis baba, parce qu'en 10 ans, je trouve que cette classification, elle s'est extrêmement bien introduite. Contrairement à plein d'autres classifications, 20 ans, 30 ans après, ça ne bouge pas, personne ne l'utilise. Et ce 0 à 7 plutôt bien, a bien été accepté. Et maintenant, que ce soit le radiologue qui fasse l'écho, ou le gynéco, ou le médecin, ça commence à être bien utilisé. Donc je vous rappelle, tout ce qui va de 0 à 5 peut être amené à saigner. 5, 6, 7 exclusif pour le 5, eh bien ça ne saignera pas. C'est des problèmes de volume, donc soit de compression, soit de nécrobiose. Voilà. Ce qui veut donc dire que d'emblée, on comprend très bien pourquoi c'est surtout 0, 1, 2 et 2, 5, c'est-à-dire ça déborde des deux côtés, qui peuvent être en lien avec l'infertilité. Et bien sûr, pour faire ce diagnostic, il faut une cartographie. Et en 2023, la cartographie, ça se fait en écho 3D. Tous les appareils d'écho ont un module 3D. Il faut juste acheter une sonde. Mais on est en 2023, on fait de l'écho correct. C'est un vœu pieux, hein, c'est 20% des femmes qui ont une écho 3D en France. Donc, vous êtes là pour vous rendre compte que c'est important et qu'il faut utiliser les outils que vous avez au quotidien. Donc, il faut simplement apprendre comment l'utiliser. Nouveau paradigme, c'est une femme, quel que soit l'âge, même en préménopause, eh bien, elle souhaite de plus en plus garder ses possibilités de procréation. Ce qui veut dire que lorsque vous avez une patiente qui a un fibrome, qui vient vous consulter, même si le motif de consultation n'est pas le désir de grossesse, il faut lui poser la question quand vous allez être amené à proposer un traitement, souhaitez-vous garder vos possibilités de procréation? Et si la réponse elle est oui, ça va complètement changer toute la stratégie dont on va parler maintenant, qui est la stratégie thérapeutique. Parce que vous allez garder à l'esprit qu'avec les progrès, on peut appeler ça comme ça, des procréations assistées et des dons de gamètes, eh bien, vous allez être confronté à des patientes qui ont 43, 45 ans, 48 ans, nous la semaine dernière à Bicêtre, 62 ans, qui ont une grossesse et qui ont accouché. C'est bien, c'est pas bien, on peut en discuter sur un plan éthique et philosophique. Il n'empêche que vous n'avez pas le droit en tant que médecin de dire c'est de la merde d'avoir un enfant à 62 ans. Vous avez le droit de le penser. Mais votre rôle de médecin, c'est que si vous n'êtes pas d'accord pour la prendre en charge, vous l'envoyez à un médecin qui va prendre en charge et il y aura des médecins qui vont prendre en charge. Donc, le but dans la thérapeutique, c'est de conserver ou de restaurer une cavité utérine qui va être apte à la procréation. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a plus de définition de la femme jeune. Je ne sais plus ce que c'est. C'est-à-dire, quand on peut avoir des enfants à 50 ans, ben c'est peut-être, et si elle a des enfants à 50 ans, elle va rester jeune. Enfin, en tout cas, vaut mieux qu'au niveau de son esprit, elle le reste, parce qu'il va quand même falloir s'en occuper quand il y a un enfant. Mais en tout cas, c'est très important de comprendre que la première question à poser, c'est souhaitez-vous garder vos possibilités de procréation, même si ce n'est pas le motif de la consultation. Bien sûr, le préalable, c'est qu'il n'y a pas d'AMP si la cavité utérine n'est pas parfaite. Donc, de toute façon, que ce soit une conception par AMP, et c'est le cas pour les femmes les plus âgées puisque ça va être par des dons, eh bien, il faut que la cavité soit parfaite. Donc, voilà pourquoi votre tâche va être de garder ou de restaurer une cavité apte à l'implantation.
Alors, je vous ai dit qu'il était important de faire une cartographie en écho 3D. C'est l'utilisation de la coupe frontale ou coronale, on peut appeler les deux termes, qui vous donne exactement la bonne cartographie. Toutes les femmes n'ont pas 5 fibromes et plus. Il est sûr qu'à partir au-delà de 5 fibromes, il faut clairement une IRM. Jusqu'à 5 fibromes, il faut simplement un échographiste qui sait utiliser une sonde 3D et c'est parfait pour la cartographie. Je vous rappelle que l'écho pelvienne, c'est une écho par voie vaginale et une écho abdominale, parce que dans le développement de certains fibromes qui sont haut situés, l'écho vaginal peut vous donner une information, en tout cas pas aussi bonne que l'écho abdominal, donc c'est vraiment un complément, il faut savoir prendre le temps. Ce qui veut donc dire qu'idéalement, madame arrivée avec la vessie pleine, vous commencez par l'écho abdo, puis après vous allez lui dire de faire pipi, et puis ça sera plus simple pour faire l'écho pelvienne après. Alors, est-ce qu'on peut prévenir cette maladie fibromateuse utérine? Pas beaucoup de choses très évidentes. Alors, il y a quelques facteurs de risque identifiés, diminuer la caféine, diminuer l'alcool. Pour les femmes en surpoids ou en obésité, de leur dire de perdre du poids, mais il ne faut pas non plus braquer les gens. Les gens qui sont en surpoids, en obésité et qui viennent en consultation, elles le savent. Arrêtez de leur dire vous êtes trop grosse et venez me voir quand vous aurez maigri. Vous ne reverrez pas la patiente et puis ça ne sert à rien de creuser le trou dans lequel la dame elle est déjà. Donc, mais en tout cas, c'est clairement un facteur de risque. Et puis, vous avez l'hypovitaminose D. L'autre élément que je n'ai pas mis, c'est que le tabac protège du fibrome. Mais c'est un peu compliqué de dire aux dames, ben, mettez-vous à fumer, quoi. Pourquoi le tabac protège? Parce que le tabac bloque les récepteurs aux oestrogènes. Et donc, vous avez moins de fibromes chez les femmes qui fument. Bon. Alors, il y a tout un débat actuellement sur les perturbateurs endocriniens. Cette étude sur les phtalates avait montré qu'il semblerait qu'il y ait un lien. Il eût été intéressant, par exemple, avec ce qui s'est passé aux Antilles sur le chlordécone. Mais les Antillaises ont tellement de fibromes, de dire si c'est le chlordécone qui a majoré les fibromes ou pas, c'est un peu compliqué à dire, donc ça, on ne peut pas s'en sortir. Mais il n'est pas du tout exclu que tout ce qui est perturbateur endocrinien qui va entraîner une surexpression du taux des œstrogènes, eh bien, peut favoriser la croissance du fibrome. Bon, le sujet de mon jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la physiopathologie du fibrome, donc je vais en rester là. Mais en tout cas, tous ces éléments sont des éléments qui peuvent perturber. Juste quand même un mot, c'est la vitamine D. La vitamine D, le déficit en vitamine D, c'est un élément qui peut favoriser le fibrome. Pourquoi? Parce que ça diminue l'apoptose et ça augmente la fibrose. Ce qui veut donc dire que dans le mécanisme de création de la maladie fibromateuse, eh bien, quand on a une hypovitaminose D, il ne va pas y avoir les mécanismes de régulation qui vont venir bouffer les cellules qui commencent à déconner, donc l'apoptose ne va pas marcher. Je vous rappelle que 70% de la population française est en hypovitaminose D. Qu'on habite Lille ou qu'on habite Montpellier, c'est pareil. Donc ce n'est pas uniquement l'exposition solaire, alors il doit y avoir d'autres raisons, ce n'est pas mes compétences ni ma spécialité, mais en tout cas, globalement, 2 femmes sur 3 que vous voyez en consulte et en hypovitaminose D. Alors, il y a ce travail qui était intéressant qui montrait le lien entre l'hypovitaminose D et le fait qu'il y ait des fibromes et des fibromes plus gros. Donc, il n'est pas exclu que quand vous vous mettez à prendre en charge une patiente avec des fibromes, n'oubliez pas de la complémenter avec de la vitamine D. Alors la question, c'est bien sûr les femmes africaines, elles sont au soleil par définition. Ont-elles un déficit en vitamine D? Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, donc je n'ai pas d'opinion là-dessus. Il y a peut-être d'autres mécanismes, mais en tout cas, c'est sûrement pas direct. Mais en tout cas, gardez cet esprit parce que le prix Nobel de médecine en 2020, je crois, qui était sur la cellule, en fait, a noté ce rôle important de la vitamine D sur la diminution de l'apoptose. Or, on a besoin d'une apoptose pour réguler, en fait, tous ces phénomènes de dérégulation qui amènent à la création de la maladie fibromateuse utérine. Alors, comment on traite tout ça? Traitements médicaux, qu'est-ce qu'on a sous la main? Les progestatifs, mais où est l'indication? Les analogues ou les antagonistes, les modulateurs sélectifs du récepteur à la progestérone, la chirurgie, bon, c'est pas le sujet du jour, l'hystérectomie, quel que soit le mode technique qu'on utilise. La myomectomie, là aussi,
en hystéro, en cellio, en laparotomie, et puis les alternatives non chirurgicales, embolisation, AFU, radiofréquence. Donc on va parler de tout ça. Le choix du traitement continue à reposer sur la réponse à la question: souhaitez-vous conserver vos possibilités de grossesse? La réponse est oui. Ça veut donc dire que vous oubliez l'étape, bien sûr, chirurgie radicale, et on va voir dans les alternatives chirurgicales, non chirurgicales, celles qu'on peut utiliser ou pas. Alors, pardon, les progestatifs, on est le seul pays au monde où on peut envisager de prescrire un progestatif chez quelqu'un qui a un fibrome. Complètement aucun intérêt. Je vous rappelle que la progestérone fait grossir les fibromes. Donc le seul intérêt de la progestérone, c'est les patientes qui ont des fibromes avec une hypertrophie de l'endomètre. C'est des choses qui sont fréquentes. Donc, vous donnez 3 mois de progestatif, vous traitez l'hypertrophie de l'endomètre, qui peut participer au saignement de ces patientes, et au bout de 3 mois, vous arrêtez. Parce qu'en 3 mois, on traite l'hypertrophie de l'endomètre, on n'a plus besoin de progestatif. Indépendamment des alertes de la NSM, les méningiomes, tout ça, vous connaissez. Et c'est tant mieux que ça soit tombé comme ça, parce que ça fait 15 ans que je dis arrêtez de donner de la progestérone, parce que c'est dans aucune recommandation au monde. La Cochrane dit même que c'est même contre-indiqué. La France vit sous... On a appris quand on était petit à donner de la progestérone, donc il faut donner de la progestérone sans se poser de questions, sans évaluer, même réponse que les anti-adhérentiels, etc. C'est la même chose. On n'évalue pas, mais on donne parce que c'est l'habitude. Non, on ne fait pas de la médecine comme ça. Donc la progestérone, vous oubliez, sauf s'il y a une hypertrophie 3 mois. Alors les fibromes sous-muqueux, ils sont bien évidemment le plus souvent asymptomatiques et je ne devrais pas les appeler sous-muqueux, mais je devrais les appeler 0, 1 ou 2. Globalement, tout ce qu'on sait, c'est dès que vous avez une empreinte d'un fibrome dans la cavité, vous diminuez la fréquence des grossesses. C'est jamais. C'est-à-dire, il peut y avoir des grossesses avec un fibrome type 0, 1 ou 2. Ce matin, en consultation, on m'envoyait une patiente pour un fibrome type 2 de 42 mm en me disant est-ce que vous pouvez l'opérer, etc. Et puis le temps d'avoir la consultation, même si j'essaye de ne pas avoir des délais trop longs, ben, elle avait débuté une grossesse spontanément. Elle avait déjà son écho de 12 semaines, donc elle n'avait pas fait de fausse couche. Donc tant mieux, ben, elle est guérie. Donc ça diminue les chances de grossesse, mais ça n'empêche pas qu'elle soit enceinte, bien évidemment. Aucun traitement médical, puisque de toute façon, vous avez une empreinte. Non, non plus. Non plus. Là, en gros, le fibrome n'entraîne pas, peut entraîner des fausses couches précoces pour ceux qui sont intracavitaires, mais ultérieurement, ça n'entraîne pas grand-chose, voire rien. La littérature est totalement pauvre sur le... Et pour tous les autres. Alors les autres, j'en parle même pas. Les 3 à 7, là, on s'en fout complètement sur la grossesse. Ils peuvent grossir. Hein. L'évolution d'un fibrome durant la grossesse, un tiers reste à la même taille, un tiers diminue, un tiers grossit. Quand ça grossit, ça s'associe à des nécrobioses, qui sont essentiellement une pathologie de la première moitié de la grossesse. Et ben voilà, on traite la nécrobiose par un anti-inflammatoire, et puis ça rentre dans l'ordre, et puis c'est fini, et puis elle ne fera pas plus ni d'accouchement prématuré, ni de fausse couche, ni quoi que ce soit. Ça, c'est une fausse idée que la littérature n'a jamais confrontée. Donc l'idée de dire il y a un accident de grossesse et le fibrome, toujours pareil, hein, c'est facile de dire c'est à cause de. Non, c'est pas toujours à cause de. Et pas oublier que les chirurgies pour soi-disant prévenir ou qu'on va faire après peuvent être aussi délétères, mais ça je vais en parler. J'ai oublié de répéter la question parce qu'elle n'avait pas le micro. On me demandait si ça gênait pour un risque de fausse couche par rapport au fibrome type 0, 1 ou 2. Alors, il n'y a pas de traitement médical pour ces fibromes. Le traitement, ben, c'est la résection hystéroscopique qui ne doit se faire qu'en chirurgie bipolaire, donc avec du sérum salé. J'ai envie de dire classiquement, le liseré de sécurité doit être de 5 mm. En pratique, je vais vous montrer qu'on peut faire autrement. La seule vraie complication, c'est la synéchie, ce qui veut donc dire qu'il est important peut-être de donner un produit anti-adhérentiel, je vais le dire, mais il est surtout important de faire une hystéroscopie de consultation un mois après pour être certain que, un, vous avez tout retiré, deux, qu'il n'y a pas de synéchie autour. Alors, on commence à opérer certaines patientes en chirurgie hors bloc pour ça. Si vous voulez poser une question, demandez le micro. Comment on opère? Eh bien, on fait une anesthésie locale telle que vous voyez au niveau du col, avec de la xylocaïne pure, pas adrénalinée. Et puis ensuite, vous utilisez l'hystéroscope ou le morcellateur. On va voir les techniques.
Alors ça, c'est un produit qu'on teste, qui est un produit anti-adhérentiel, qui a la particularité, différemment du Yallow-Barrière qui ne reste que 48 heures dans la cavité utérine, ce Womod-Leaf reste 8 à 10 jours dans la cavité utérine. Or, on sait que le mécanisme de création de la synéchie, c'est dans les 4 à 7 jours qui suivent le traumatisme de la muqueuse que vous avez fait. Donc actuellement, on a montré et publié un article sur la prévention des synéchies dans les myomes, c'est celui que vous voyez à droite. Ça a été publié dans le JMIG et le principe, il est tout simple. On va introduire en fin d'intervention, ça se met comme un dispositif intra-utérin, un système qui va se déployer dans la cavité utérine et qui va rester globalement un peu plus d'une semaine et qui va disparaître sans que les patients s'en rendent compte. Et là, actuellement, on est en train de le tester sur une étude multicentrique avec nos collègues belges et hollandais. Et donc, il nous faut inclure 150 patientes, on en est à 90 pour justement montrer l'intérêt de ce type de produit. Ah, bon. Posez votre question. Bon. Par rapport à l'hystéroscopie de contrôle pour voir s'il n'y a pas de synéchie, est-ce qu'il faut juste attendre que la patiente ait ses règles ou bien il faut systématiquement Un le mois faire? après, normalement, elle a ses règles, vous l'opérez en début de cycle. Donc D'accord. c'est plus simple d'attendre qu'elle ait ses règles. Donc sur le plan de la technique dont vous voyez, bon, soit vous utilisez un récepteur classique comme vous voyez sur l'image de droite, ou soit vous pouvez, sur les fibromes qui sont dans la corne, c'est un peu plus long, mais c'est relativement efficace. Vous allez utiliser une barre et en fait détruire, déshydrater en fait le myome. Vous n'aurez pas de copeaux, ce qui n'a aucune importance, mais ça vous évite, si vous avez peur de perforer au niveau de l'angle, eh bien ça vous permet d'opérer comme ça, donc de manière efficace dans des situations où vous pensez que le risque de perforer est trop important. Vous voyez la différence entre la chirurgie bipolaire et la chirurgie monopolaire. C'est la raison pour laquelle vous avez potentiellement moins de synéchie. La chirurgie bipolaire crée une poche de vapeur. Donc, l'énergie sort par votre électrode et est immédiatement recaptée donc en faisant une poche. Donc, vous n'avez pas de diffusion autour. Tandis que l'énergie monopolaire part vers ce que vous avez collé sur la cuisse de la dame et ça va revenir ensuite à l'électrode, donc avec tout un trajet dans le corps féminin. Et c'est comme ça qu'il va y avoir une destruction autour de l'endomètre par simplement le circuit d'énergie, ce qui explique que vous puissiez avoir plus de synéchie en énergie monopolaire. Ça devrait être de l'histoire de la médecine, l'utilisation de l'énergie monopolaire. C'est encore 50% des patientes qui sont opérées en énergie monopolaire, donc équipez-vous. Alors, on peut travailler en morcellation. Voilà. Alors ça, c'est bien. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les fibromes. Il faut que le fibrome soit quand même assez tendre. Parce que dans la texture d'un fibrome, il y en a qui sont durs comme la table ou beaucoup plus souples. Donc sur les plus souples, eh bien, on peut les traiter en morcellation, comme vous avez pu voir sur ce film. Oui, si, c'est bon, pardon. Alors, les indications des myomectomies par hystéroscopie, c'est pour les types 0, 1, 2. Ensuite, c'est fonction d'expérience par rapport à la taille. Globalement, on peut aller jusqu'à 6. C'est pas parce qu'on peut aller jusqu'à 6, ça va dépendre de l'expérience de l'opérateur. Première chose. Et la deuxième chose, vous pouvez utiliser différents traitements. Et puis, dans certaines circonstances, on va aussi opérer des types 2, voire des types 3, quand ils sont symptomatiques. Parce que le piège pour les types 3, c'est que vous rentrez dans une cavité, il n'y a rien, et puis quand vous stimulez les patientes, parce qu'elles vont avoir leur stim ou leur FIV, etc., avec la stimulation, vous voyez le fibrome qui devient au décours de votre surveillance de votre croissance folliculaire, ben, vous voyez le fibrome qui arrive dans la cavité. Là, vous dites, ben, j'aurais peut-être pas les mêmes choses. Donc la question, c'est comment on les opère. Alors il y a un truc qu'il faut connaître. Le film, il est quasiment. J'arrive pas à supprimer le son, excusez-moi. Bon, c'est pas, tant pis.
Ah non, je reviens en arrière. Ah mince. Donc, on rentre dans une cavité, on voit rien. Donc à ce moment-là, vous vous dites, bah tiens, je pensais qu'il y avait un fibrome, pas de fibrome. Vous demandez à l'anesthésiste d'injecter 10 unités de cytosine, du Synto, quoi. Par voie veineuse, c'est en IVD direct ou en 2 minutes. Et là, on est quasiment en temps réel. Vous allez voir arriver le fibrome vers la cavité utérine. Vous voyez? Et là, il est en train de descendre. Ça marche à tous les coups. Parce qu'en fait, il y a des récepteurs, quoi qu'on en pense, de cytosine, même sur des fibres, même sur des utérus non gravides. Et ensuite, il y a une similitude entre les récepteurs à l'ADH et les récepteurs à l'ocytocine, qui sont présents, les récepteurs à l'ADH, dans l'utérus myomateux et en particulier au niveau des fibromes. Donc maintenant que vous avez la boule qui descend, mais il ne vous reste plus qu'à faire votre résection. Donc gardez bien ça en tête. Alors, l'évolution des techniques opératoires montre que le fibrome, eh bien, on va l'opérer de plus en plus avec des résectoscopes de petits volumes, de petits diamètres, pardon, qui font 18 French. Je vous rappelle, un French, c'est 0,3 mm. Donc, ça fait à peu près des résectoscopes de 6 mm 5. Et l'histoire de dire, oh, c'est une petite anse, c'est pas pratique. Non, tout ça, c'est des bêtises. La gestion du petit copeau est plus facile que la gestion du gros copeau. Parce que le petit copeau, il se met au fond, il ne vous gêne pas, alors que des fois, le gros copeau, ben, rapidement, vous allez devoir évacuer les copeaux. Donc, on opère comme ça maintenant, et l'avantage, c'est qu'on n'a pas à dilater. Beaucoup de ces patientes n'ont jamais eu d'enfant, donc c'est pas toujours aussi simple de dilater jusqu'à une bougie numéro 9. Et bien là, vous avez besoin de dilater que jusqu'à la bougie numéro 6, et vous utilisez votre hystéroscope opératoire. Et puis, ce que vous aurez le plaisir d'entendre en 2024, c'est qu'on vient de créer un extracteur de copeaux qui va changer la vie de beaucoup d'hystéroscopistes. Mais là, attendez de voir, c'est le futur, la technique, elle est presque au point. Et ça fait plusieurs années qu'on est dessus et on arrive au bout. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt d'un traitement préopératoire? Il n'y a pas de honte à utiliser un traitement préopératoire. C'est-à-dire, mettez-vous dans votre habitude. Si vous êtes plus à l'aise à opérer 25 mm que 35 ou 40, utilisez un traitement préopératoire. Soit les analogues, on a pu utiliser les SPRM, donc l'ulipristal, mais on n'a plus le droit maintenant, c'est dommage. Mais en tout cas, sachez que vous avez une diminution rapidement du volume. Et en général, vous avez une réduction de 30% de volume avec 2 mois de traitement par analogue. Ce n'est pas la peine de donner une ampoule trimestrielle. 2 mois de traitement, vous opérez votre patiente à 7 semaines et vous avez le bon résultat. Alors, on peut utiliser des agonistes pour ça. Donc, je vous rappelle, le problème, c'est que vous avez un flare-up initial et puis ensuite une désensibilisation. Donc là, vous utilisez deux ampoules. Là, c'est essentiellement une indication préopératoire, en n'oubliant pas que ce traitement préopératoire peut faire migrer les fibromes. Donc, quand vous donnez ce traitement préopératoire, n'oubliez pas de faire une écho après les 2 mois, de façon à savoir si le fibrome que vous opérez il est toujours au même endroit que celui que vous deviez opérer. Parce qu'il y en a qui peuvent aller plus vers la cavité ou s'expulser vers l'extérieur. Donc ça vous évite soit d'opérer à tort ou soit de modifier éventuellement votre technique opératoire. Vous voyez par exemple sur ce schéma, on est passé d'un 2 à 3. Donc s'il est passé à 3 après ce traitement, ben, c'est plus la peine de l'opérer. Donc voilà quel est l'intérêt de contrôler. Et puis il va y avoir la révolution des Golix, qui est l'arrivée des antagonistes, qui est peut-être un avenir thérapeutique. Donc le mode d'action d'un antagoniste, vous n'avez pas de flare-up. Donc d'emblée, vous avez un blocage des récepteurs, donc une chute de la libération de FSH et de LH et une diminution de l'œstradiol et de la progestérone. Alors, dans la maladie fibromateuse, eh bien, il faut jouer sur la douleur, il faut jouer sur les saignements, il faut jouer sur la qualité de vie. Donc, on a plein de traitements. L'intérêt, a priori, des antagonistes qui arrivent, qui sont associés à une ADMAC thérapie, donc ça veut dire que vous pourrez traiter au long cours, eh bien, ça va vous donner une qualité de vie et une prise en charge qui va vous permettre de corriger l'anémie
Ça va peut-être moins bien corriger le volume que les agonistes, mais en tout cas, dans des situations où vous ne voulez pas opérer la patiente veut retrouver un gain de vie et une qualité de vie, eh bien c'est sûrement intéressant. Donc va être vendu dans le premier semestre pardon, 2023, ce médicament qui s'appelle Rieco, qui est l'association du Relugolix avec une ADBAC thérapie qui est dedans. Alors, autour de la fertilité, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel que soit l'âge ou l'indication thérapeutique, la seule problématique, c'est conserver les possibilités de grossesse. Alors, comment on opère ces fibromes type 3 dont je parlais tout à l'heure? Parce que quelquefois, malheureusement, avec comment dirais-je, le syntocinon, ça ne marche pas. Mais le fibrome, il est symptomatique parce que les patientes saignent et c'est potentiellement un facteur d'échec. Donc, comment on les opère? Soit en hystéroscopie, soit en cellio, soit en laparotomie. Le choix que nous avons fait sur Bicêtre, c'est de les opérer en hystéroscopie. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement d'ouvrir l'endomètre et ensuite on va resséquer le fibrome. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir le myomètre. Quand on est en cellio, pour retirer le fibrome, il faut d'abord ouvrir le myomètre sain, arriver au fibrome, retirer le fibrome, ensuite suturer la paroi. Est-ce que tout le monde suture bien une paroi en 3 plans en cellio? C'est pas toujours aussi simple. Sur les types 3, je vous rappelle qu'on est en liseré de l'endomètre. Donc vous avez ouvert toute la paroi de votre utérus. Donc en fait, quand on suture, il faut suturer en 3 plans. Profond, superficiel et puis ensuite la séreuse. Qui fait ça en cellio aussi bien? On est honnêtement, dans ces cas-là, un peu mieux au robot. Combien de personnes opèrent au robot pour ça? C'est un peu difficile. Puis la laparotomie, c'est peut-être un peu excessif. Donc quand on opère comme ça, eh bien on opère sous contrôle écho parce qu'on n'a pas peur du liseré, parce que dans ces situations-là, on est parfois qu'à 1 millimètre de liseré. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on opère sous écho, on va s'apercevoir rapidement qu'il y a le myomètre qui se recontracte dès que vous commencez à opérer. Donc votre risque de perforation, il est égal à 0. Donc là, on va retirer l'intégralité du fibrome et vous allez voir en fin d'intervention, on y arrive bientôt. Oui, on y arrive bientôt. Vous allez voir un gros trou qui va quasiment jusqu'à la séreuse. Là, on voit un orifice tubaire. Hop. On va voir l'autre orifice tubaire. Parfait. Et là, vous voyez le gros trou, pouf, qui va jusqu'à la séreuse. En un mois, c'est cicatrisé, c'est recontracté. Donc, voilà quel est notre choix thérapeutique. Et quand on fait l'écho et tout, ça ne pose aucun problème. Et l'hystéroscopie vous montre une cavité qui est normale et voilà. Alors, on peut opérer en cellio, hein, bien sûr. Donc la question, c'est pas tellement la technique. Vous la connaissez tous, on incise la séreuse, on incise le myomètre, et puis ensuite, eh bien, le fibrome a l'avantage d'avoir par sa capsule une dissection tout à fait possible, et puis ensuite, il faudra simplement suturer et suturer, comme je vous dis, en 3 plans. Cette suture est suffisamment difficile pour que commence à arriver d'autres stratagèmes. Et l'autre stratagème, ça va être de dire on va faire peut-être un mixte avec une chirurgie voie haute. Je vous rappelle quand même que les indications de la cellio, c'est jusqu'à 3 myomes maximum, et il ne faut pas que ça fasse plus de 8 cm. Donc les alternatives, c'est de dire on va le retirer en cellio, mais de toute façon, il faut le sortir, hein, donc il faut le morceler. Vous connaissez tout le débat sur la morcellation. Donc on le met dans un sac et puis on fait une mini lappe. Vous voyez, 5 cm. Ça a l'avantage, vous enquiquinez pas à sortir votre fibrome. Et puis surtout, pour suturer, ben, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. Bon. Officiellement, personne ne le fait. Pratiquement, renseignez-vous. Vous allez apercevoir que beaucoup de gens font ça. Donc, ça peut être une alternative qu'il faut connaître. Alors, on fera toujours des laparotomies, hein. Je vous parlais des afro-antillaises. Nous, sur Bicêtre, on a un gros recrutement et on retire plein de fibromes. On peut retirer jusqu'à 1 kg, 1,5 kg de fibromes. La complication, c'est la synéchie, quel que soit le mode de chirurgie. C'est-à-dire, on a parlé de l'hystéroscopie, ok, mais qu'on opère en cellio ou qu'on opère en laparotomie, le risque, c'est la synéchie. C'est une étude qu'on a réalisée dans le service qui montre qu'on va retrouver 25% de synéchie. Pourquoi? Soit parce qu'on a ouvert la cavité, soit quand on va suturer, même quand on n'a pas ouvert la cavité, qui est certain de ne jamais rentrer dans la cavité avec son fil pour fermer en fait la coque
la cavité que vous avez créée en retirant le fibrome. En tout cas, on conseille 1 mois ou 1 mois et demi après de faire une hystéroscopie de contrôle. Ce qu'on observe aussi de temps en temps, c'est de retrouver des petits fibromes. Parce que bien sûr, quand on fait une polymyomectomie, on va retirer les gros fibromes, mais on ne va pas couper en tranches l'utérus et vous avez plein de petits fibromes parce que c'est une maladie fibromateuse utérine avec des fibromes qui font 5 ou 8 mm et quelquefois avec les contractions post-opératoires qu'il y a dans le cas de la cicatrisation, quand vous faites votre hystéroscopie de contrôle alors qu'il n'y avait pas avant l'intervention de myome intracavitaire, eh bien vous allez en trouver un petit et comme vous opérez ces patientes par définition pour restituer une cavité qui autorise une grossesse, eh bien vous retirerez le fibrome en réopérant ces patientes. Le délai entre la chirurgie et le feu vert pour que les patientes soient enceintes, vous oubliez ces fameux 1 année d'attente, je ne sais pas d'où ça sort, ça n'a aucun intérêt. Vous faites une hystéroscopie de contrôle à 6 semaines, une écho à 3 ou 4 mois pour être certain que vos parois sont bien cicatrisées et vous donnez le feu vert pour que ces patientes soient enceintes. Prenez le micro. Ah oui. Est-ce qu'on peut se contenter d'une hystérosonographie de contrôle après? Oui et non, parce que comme on va rechercher des synéchies, qui est la complication principale, quelquefois avec l'hystéroscopie de contrôle, avec l'extrémité biseautée de votre hystéroscope, vous allez traiter en même temps. Donc ça, c'est l'intérêt de l'hystéroscopie de contrôle. En hystérosono, vous faites le diagnostic, mais vous ne faites pas le traitement dans le même temps. Parce que beaucoup de ces synéchies sont des synéchies type 1 ou 2, ou simplement avec l'extrémité biseautée ou en introduisant un ciseau, vous arrivez au même résultat. Alors, myome et fertilité, étonnamment, depuis plus de 10 ans, calme plat. Il y a une méta-analyse excessivement connue, qui est la méta-analyse de Pritz, qui a montré le lien entre fibrome et infertilité uniquement pour les fibromes 0, 1 ou 2. Bon, ça diminue le taux de grossesse, ça diminue l'implantation, ça diminue les naissances vivantes et ça augmente le taux de fausse couche. Donc on est d'accord, il faut les opérer. Pour les fibromes 3 à 5, globalement, des femmes qui ont des fibromes 3 à 5 ont moins d'enfants. Le risque relatif, c'est 0,8. On n'a jamais démontré, pour ces patientes-là, qu'en les opérant, on augmentait le taux de grossesse. Ce qui veut donc dire qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de dire qu'on va les opérer. La seule indication des 3-5 à être opérés, que la femme souhaite avoir des enfants ou pas, c'est si le fibrome est symptomatique. Mais si le fibrome n'est pas symptomatique, de grâce, ne les opérez pas. Bien sûr, pour les 6 et 7, là, aucun lien avec la fertilité. L'indication opératoire dépend si c'est symptomatique ou pas symptomatique, bien évidemment. Il y aura toujours les hystérectomies. Ça peut être le choix des patientes. Il faut respecter les recommandations de la chirurgie. Le patient blood management, on opère des patientes avec un taux d'hémoglobine à 12. Donc la réhabilitation améliorée par la chirurgie, c'est le concept. Il faut qu'elle mange bien, qu'elle ne soit pas anémiée et qu'elle soit en forme avant d'être opérée. C'est le paradoxe. On opère quelqu'un en forme, mais ça donne des suites opératoires beaucoup plus simples. Donc l'idée, elle est là. Alors il y aura toujours bien sûr des hystérectomies. Je vous rappelle que dans le monde entier, la voie d'abord à privilégier, c'est la voie vaginale, même si ce n'est plus la plus répandue. Peu importe, ce n'est pas le sujet du jour. On aura toujours des hystérectomies abdominales pour des gros volumes. Et nous, cette année, on a opéré un fibrome, pas un fibrome, un utérus de 15 kg. Donc, il y aura toujours ça. Donc là, on fera des laparotomies et puis voilà. Bon, maintenant, pourquoi le chirurgien et le chirurgien d'infertilité doit s'interroger? Parce que mortalité aux USA des hystérectomies ou de la chirurgie du fibrome, 150 pour 100 000. En France, c'est moins, peut-être parce qu'on a moins de précision dans le décompte ou parce que la morbidité des patientes, il y a moins d'obèses, moins de complications potentielles. En tout cas, elle est plus faible. Mais la morbidité, elle est quand même de 2000 pour 100 000. Donc c'est loin d'être négligeable. Donc ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Alors, poser des questions, c'est comment traiter le fibrome. Eh bien, c'est la place de l'embolisation. La France, créateur de l'embolisation, 1995, l'équipe de la Riboisière, les radiologues et Ravina ont dit, ben voilà, comment traiter le fibrome. On va emboliser l'artère ou les artères qui mènent au fibrome. Parfaitement efficace sur la douleur, 70% d'efficacité, sur les saignements, 90% d'efficacité. Une contre-indication, la patiente qui veut avoir des enfants. Ce qui veut donc dire, la réponse à la question « Souhaitez-vous garder des possibilités de grossesse ?» Oui, vous oubliez l'embolisation. Pourquoi? Parce que ça va entraîner ça. Pas systématiquement, bien sûr, mais vous avez la création de synéchies, vous voyez, avec ces particules. Et là, sur un film, une patiente que j'ai opérée 3 fois,
totalement guéri ces fibromes, hein, elles ne saignaient plus, plus de douleur. Et puis, ben, vous opérez ces fibromes et vous allez voir plein de petites billes arriver parce que la technique d'embolisation, ce sont des microparticules qui font 500 microns et qui vont donc dans la vascularisation périphérique, donc vers l'endomètre. Donc, eh ben, ça crée des synéchies. Donc les patients ne saignent plus, elles sont contentes, sauf qu'elles n'auront pas d'enfants. Donc, pas d'embolisation chez des femmes qui veulent des enfants. Là, on vient de terminer une série de plus de 500 synéchies qu'on a opérées. On opère beaucoup de synéchies sévères. On en avait 33 qui étaient post-embolisation. On n'a que 2 grossesses évolutives sur les 33 patientes. Alors que notre taux de grossesse pour l'ensemble des synéchies sévères, c'est de l'ordre de 40 à 50% d'enfants vivants. Donc c'est vraiment très très compliqué, donc évitons de le faire. Alors quelles sont les autres alternatives? D'abord les ultrasons focalisés, qui ont été inventés sous contrôle IRM et qui sont développés depuis maintenant 20 ans dans toute l'Asie sous contrôle écho. C'est quoi les ultrasons focalisés? C'est 2 faisceaux d'ultrasons qui vont vers la cible, qui est le fibrome, qui vont entraîner une hyperthermie avec un échauffement aux alentours de 80 degrés, et ça va entraîner une cavitation et un effet mécanique qui vont faire sauter, si je puis dire, la cellule, qui vont permettre d'avoir donc l'effet thérapeutique escompté, qui est la diminution de volume du fibrome. Voilà comment c'est fait simplement sous IV sédation, on n'a pas besoin d'anesthésie générale, hein. Il y a un trou dans la table, vous avez vu, donc la patiente est sur le ventre, et là, l'échographie, donc vous, parce qu'en fait, ça va être mis dans vos mains, et bien avec la sonde d'écho, vous ciblez l'écho, le fibrome, et puis ensuite, vous allez tirer dedans, et puis les 2 faisceaux vont arriver. Et pour vous montrer en fait que c'est pas dangereux, sur le film suivant, voilà, le faisceau va arriver sur cette plaque de verre qui va complètement entraîner, vous voyez, des lésions, comme si vous étiez sur le fibrome. Mais ensuite, vous pouvez passer votre main en dessous, il ne se passera rien. Tout simplement parce que le faisceau qui arrive, ce n'est pas sur les faisceaux convergents. Donc, même si vous avez l'intestin qui est au milieu, ça n'a aucune espèce d'importance, ça passe à travers. Il n'y a pas de conséquences, pas de risque de fistule, ni quoi que ce soit. Donc, ce n'est que sur la convergence, donc sur la cible, donc vous êtes sur le fibrome, que vous allez avoir la destruction. Plein de séries dans le monde entier, je vous dis, ça fait 20 ans, c'est utilisé dans 50 pays au monde. Il y a en Chine, puisque c'est développé en Chine et en Corée, chaque année en Chine, il y a une vingtaine de mille patientes opérées avec ça. Il commence à y avoir des grossesses. Alors quand on compare l'IFU sous IRM, mais c'est pareil par rapport à l'embolisation, il y a une meilleure réponse quand même en termes de qualité de symptômes et de qualité de vie pour l'embolisation. Mais on n'est pas dans le même contexte puisque la femme vous a répondu « je veux garder mes possibilités de grossesse ». Donc vous écartez l'embolisation, vous dites « bon, peut-être je n'aurai que 70% de bonnes réponses alors que l'embolisation donne 90%, mais on s'en fout, puisque l'acte que vous voulez faire, c'est traiter ou améliorer la qualité de vie des patientes pour qu'elles puissent aussi avoir une grossesse. Donc ça fait partie de la discussion. Je vous rappelle qu'on est dans une période où on fait ce qu'on appelle la décision partagée, c'est-à-dire que vous avez un dialogue avec la patiente, vous allez leur exposer ceci et cela, et elles vont choisir ce qu'elles veulent. Alors, il y a des grossesses qui ont été publiées, équipe chinoise, et puis le NICE, en Grande-Bretagne, en 2019, a classé l'utilisation des ultrasons focalisés avec un remboursement de 4 150 livres par procédure pour traiter les patients. Donc ça rentre dans les arbres stratégie du NIH et dans les remboursements de la prise en charge en Grande-Bretagne des patientes qui ont des fibromes. Ils ont plein d'afro-caribéennes aussi en Grande-Bretagne. Alors, c'est efficace, ça donne pas d'altération de la qualité de vie, il n'y a pas de complications obstétricales. Qu'est-ce que faisait la France? Rien, jusqu'à ce que la Société de chirurgie pelvienne dépose un dossier auprès de la Haute Autorité de Santé pour qu'on puisse discuter de l'obtention d'une nomenclature. Eh bien, nous avons réussi. C'est-à-dire que sur les 25 gros dossiers présentés chaque année, il y en a 4 qui ont été sélectionnés, dont l'utilisation des IFU pour les fibromes. Donc en 2023, en ce moment, il y a une commission qui devrait nous donner sa réponse
avant l'été pour savoir quel va être le taux de remboursement en France, donc avec probablement l'installation des premières machines, au mieux cette année, au pire en début d'année prochaine. Donc on est sur une vraie évolution. Pour finir, la radiofréquence, c'est aussi une alternative qui peut être faite soit par voie Célio, soit par voie échographique. Alors par voie Célio, voilà comment c'est. On va mettre des aiguilles et la technique par voie célioscopique, c'est une technique bipolaire. Donc il faut 3 aiguilles que l'on met dans le fibrome de façon à aller que le courant aille d'une aiguille à l'autre. C'est le principe de l'énergie bipolaire. Et donc ça va être efficace avec une amélioration des symptômes dans l'année qui suit, en gros une diminution de 50 à 70% du volume des fibromes. L'autre alternative, c'est la radiofréquence par échographie, où là, on ne va pas utiliser l'énergie bipolaire, mais l'énergie monopolaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser qu'une aiguille et non 3. Et donc là, vous allez voir sur ce film, sous contrôle écho, c'est comme si vous faisiez une ponction de FIV, hein, avec votre aiguille qui rentre dans les mêmes cathéters, eh bien on va vers le fibrome, sous contrôle écho, et puis vous allez avoir le générateur qui va vous dire quel est le temps de traitement. Donc globalement, pour un fibrome de 5 cm, on a pour un quart d'heure, 20 minutes de traitement, ça fait bip bip à chaque fois sur des spots qui durent de 30 à 90 secondes pour chaque spot et qui vont traiter. Et puis il y a une troisième technique où on va être comme si on faisait une hystéroscopie, donc on rentre dans la cavité utérine et là on va instaurer, vous voyez, ah ben non pardon, excusez-moi. Ça va être déployé dans le fibrome et là aussi le générateur va calculer. Bon, pour le moment, c'est pas en France cette technique. Donc en France, on utilise soit par voie cellio en bipolaire, soit par voie écho ou cellio d'ailleurs, parce qu'on peut faire les deux, avec du monopolaire. Personnellement, je préfère utiliser le monopolaire, parce que je trouve que c'est plus rapide, il n'y a qu'une aiguille, et globalement, ça va plus vite. Bon. Voilà. Alors pour quel fibrome? Je trouve qu'idéalement, c'est les 2,5. Les 2,5 qui vont faire 4, 5, 8 cm, qui sont la discussion dont on a eu tout à l'heure. Parce qu'on les opère en hystéro, en cellio, en laparotomie, etc. Je pense que ça va être vraiment la bonne indication. Les avantages, l'écho c'est moins invasif que la cellio. La voix basse écho-guidée, ben, est-ce qu'il y a un risque de plaie d'organes de voisinage? Pratiquement non. Alors pourquoi ça a du mal à se diffuser? Eh bien, il peut y avoir des résistances techniques, financières, organisationnelles, professionnelles. Il y a plein de chirurgiens d'un seul coup qui se disent, mais merde, le fibrome c'est mon pain quotidien, ben, je ne vais plus opérer, mais on s'en fout. Je veux dire, c'est le chirurgien qui va faire ça. L'échographie doit être apprise par le chirurgien. L'échographie fait partie d'un instrument maintenant de bloc opératoire. Il ne s'agit pas de dire de faire comme les chirurgiens digestifs qui ont eu la bêtise de donner l'endoscopie aux gastro-entérologues et ils l'ont définitivement paumé il y a 25 ans ou 30 ans. Nous, on a l'avantage d'avoir l'écho. Mais utilisez ça, ces patients ont une anesthésie, vous êtes au bloc, et bien vous allez utiliser l'écho quand vous avez besoin, de la même manière que parfois quand vous opérez, vous utilisez l'écho. Et qu'en pensent les femmes? Je vous ai parlé de la décision partagée. Eh bien, on s'aperçoit que de plus en plus, les femmes, eh bien, elles ont envie de garder leur utérus, on l'a vu. Et puis, si on peut éviter de leur faire des cicatrices, eh ben, elles sont assez contentes. Donc, on est dans une situation à chaque fois, elles veulent des enfants, elles veulent garder leur utérus pour avoir ce maintien de fertilité. Tout ça nécessite d'être réfléchi. Ça a un coût. Donc, c'est des nouvelles techniques, un apprentissage. Quel est le nombre de procédures qu'il faut faire pour être performant? Donc ça veut dire qu'il faut évaluer. Einstein vous disait, une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais innové. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on va créer des nouvelles stratégies, on va les évaluer. Et en les évaluant, c'est comme ça que vous allez déterminer de nouvelles conduites à tenir. Et j'espère qu'on ne prendra pas les 10 ans de retard que la France a pris entre les ultrasons focalisés et la radiofréquence par rapport aux autres pays européens ou d'autres continents comme l'Asie ou l'Amérique du Nord. Je vous remercie. Je vous rappelle qu'on se retrouve au mois d'octobre pour la FIGO où on parlera de tout ça avec tous les experts internationaux. Et n'ayez pas peur de venir parce que toutes les présentations seront traduites
en français, en anglais ou en espagnol. Donc en fonction de votre langue, vous aurez le plaisir de choisir votre langue. Voilà. Alors, on va pas pouvoir poser toutes les questions, mais Sur les deux présentations, on fait les questions à la fin ou qu'est-ce qui est le comme plus simple? vous voulez. C'est vous qui choisissez. Hein. On a 15 minutes pour faire le drilling. On peut. Non, mais alors, c'est plus court, hein, le drilling. Hein. Oui. Est-ce que. Ouais. Ouais, ok. Posez les questions, allez-y. Eh ben, allez-y. Ou le chat. Ça me rassure parce que j'innove beaucoup.